Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 30 novembre 2024, premier samedi après que nous ayons célébré la fête de la proclamation de la République. Nous allons, dans le cadre de l'émission Grand Angle, faire une émission spéciale qui sera basée sur une déclaration que je vais aller vous lire. Déclaration sur les non-dits du message sur l'état de la nation du chef de l'État de l'année 2024. Le message sur l'état de la nation se fait chaque année conformément à l'article 94 de la Constitution du 25 octobre 2015, selon lequel le président de la République adresse une fois par an un message sur l'état de la nation au Parlement réuni en congrès. Celui de cette année s'est déroulé après que le chef de l'État ait déclaré en mars 2024 qu'il y a le ver dans le fruit. Il y a effectivement le ver dans le fruit. Nous devons détruire le ver qui est dans le fruit, peut-être pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Il y a le ver dans le fruit et nous devons détruire ce ver qui se trouve dans le fruit. Fin de citation. Les Congolais en ont donné une interprétation très simple. Même pour les gouvernants, notre pays, le Congo, va mal, très mal. Ils aimeraient savoir aujourd'hui si le ver qui est dans le fruit a effectivement été détruit. Et si ce n'est pas le cas, comprendre pourquoi cela n'a pas été fait. Après avoir suivi le dit message, nous avons choisi de nous pencher sur un certain nombre d'autres thématiques que nous jugeons extrêmement importantes à près de 502 jours de la fin du mandat en cours et à environ 470 jours de la tenue de la prochaine élection présidentielle. Il s'agit de, grand 2, violation flagrante des lois et règlements de la République ou le caractère non sacré de la Constitution dans notre pays. Dans la plupart des États du monde, la Constitution a un caractère sacré. Et les Congolais aimeraient savoir qu'on leur explique pourquoi les gouvernants congolais la violent de façon permanente dans l'impunité totale. Ils souhaiteraient surtout comprendre cela, d'autant que le président de la République a prêté, conformément aux dispositions de l'article 77 de la Constitution, le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Ils aimeraient qu'on le leur explique. Cela peut être vu selon les aspects suivants. 1. La non-conformité du Parti congolais du travail à la loi depuis 2002. En effet, depuis 2002, aucun citoyen élu ou nommé à une haute fonction publique, membre de ce parti, n'a daigné déclarer son patrimoine conformément à la loi. En reconduisant lors de son 5e congrès ordinaire de décembre 2019, le chef de l'État, comme président du comité central, mais en fait président du Parti congolais du travail, ce parti a violé d'une part l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution du 25 octobre 2015 qui énonce clairement que le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Et d'autre part, l'article 26 de la loi 20-2017 du 12 mai 2017 portant organisation des conditions de création, d'existence et de financement des partis politiques qui stimule que les partis politiques ont le devoir de se conformer à la Constitution. Le Parti congolais du travail aurait dû être, depuis fort longtemps, sanctionné, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi sur les partis ci-dessus cités, selon lesquels, en cas de violation des lois en vigueur par tout parti,
ou groupement politique ou trouble de l'ordre public, le ministre en charge de l'administration du territoire suspend par voie d'arrêté le parti politique concerné de toutes ses activités et ordonne la fermeture de ses locaux. Il n'est pas sanctionné et pour cause. Bien au contraire, le ministre de l'Intérieur prend plusieurs textes, à l'instar de l'arrêté numéro 13205 du 21 octobre 2020, déclarant le Parti congolais du travail conforme à la loi, ce qu'il n'est pas, ce qui est une preuve flagrante du manque de neutralité et du côté partisan de l'administration publique, et surtout d'une volonté manifeste de tricherie et de fraude électorale. Deux, les Congolais sont très intéressés et veulent avoir des explications sur la situation du président de la République, qui est en situation manifeste et délicate d'incompatibilité constitutionnelle. En effet, depuis 2002 jusqu'à ce jour, soit pendant plus de 20 ans, le président de la République n'a jamais déclaré son patrimoine par rapport à l'article 48 de la Constitution du 20 janvier 2002 et à l'article 55 de la Constitution du 25 octobre 2015, selon lequel tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci, conformément à la loi. Le texte de 2002 avait retenu que l'inobservation de cette obligation entraîne la déchéance des fonctions dans les conditions fixées par la loi. Dans la pratique, rien ne s'est passé. Visiblement, on constate qu'il n'existe aucun contre-pouvoir pour faire appliquer ces dispositions et appliquer les sanctions qui sont prévues à l'article 12 de la loi relative à l'obligation de déclaration de patrimoine pour tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique n'ayant pas déclaré son patrimoine. Le président de la République est président du Parti congolais du travail, en violation de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution ci-dessus citée. En réalité, le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers qui ont plongé le pays dans une grave crise multidimensionnelle depuis plus de 10 ans ne sont nullement inquiétés. Les Congolais découvrent avec stupéfaction qu'ils sont au contraire très bien protégés, ce qui est très grave et préoccupant au regard des nombreux cas qui sont connus. Tout ce qui précède illustre clairement que le président de la République n'a pas respecté le serment qu'il a prêté, conformément à l'article 77 de la Constitution du 25 octobre 2015, entre autres, de respecter et de faire respecter la Constitution d'une part et de garantir la paix et la justice à tous d'autre part. Il semble important d'indiquer qu'un citoyen avait introduit en juin 2020 auprès de la Cour constitutionnelle un recours en inconstitutionnalité de l'élection ayant reconduit lors du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, M. Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du dit parti, c'est-à-dire en fait président du Parti congolais du travail. Par décision numéro 005 DCC SVA bar 20 du 31 juillet 2020, la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente et avait choisi d'en faire notification à Messieurs le Président de la République, le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre chargé de l'Intérieur et à celui chargé de la Justice. Ce qui veut dire en fait que toutes les plus hautes autorités de l'État sont très bien informées de la situation. On ne peut que constater que depuis 2020 jusqu'à ce jour, ce problème n'a pas toujours trouvé de solution, ce qui est extrêmement préoccupant et inquiétant. Grand 3, gouvernance électorale.
La crise électorale est une des crises majeures de notre pays, le Congo. Il est bon de signaler que les concertations politiques organisées depuis 2009 sans base juridique n'ont en rien amélioré la gouvernance électorale. Les principaux problèmes n'ont toujours pas été résolus. Il s'agit principalement de la mise en place d'une véritable commission nationale électorale indépendante, de la maîtrise du corps électoral, de la fiabilité des listes électorales, du plafonnement des dépenses de campagne, de la refonte de la loi électorale et autres. Il semble important de signaler que le ministère de l'Intérieur a pris des textes déclarant le Parti congolais du travail qui n'est pas en conformité avec la loi conforme à la loi. Ce qui illustre clairement la violation des textes, parmi lesquels est la Constitution, et une approche basée sur la tricherie et la fraude électorale qui ne garantit nullement la transparence. Il est à se demander si l'actuel ministre chargé de l'Intérieur, qui est à la base de ces pratiques depuis plusieurs années, peut continuer à organiser des élections, d'autant qu'il se refuse d'appliquer l'article 31 de la loi sur les partis, base sur laquelle le Parti congolais du travail aurait dû déjà être sanctionné. En réalité, les gouvernants sont coincés. Ils se sont rendus compte que s'ils appliquent les textes, tout tombe. Je reprends. En réalité, les gouvernants sont coincés. Ils se rendent compte que s'ils appliquent les textes, tout tombe, c'est-à-dire que l'Assemblée tombe, le Sénat également, avec toutes les conséquences qui s'ensuivent. Par ailleurs, le président de la République est président du Parti congolais du travail et le président de ce parti ne peut nullement organiser une élection libre, démocratique et transparente. C'est une évidence. À vrai dire, on découvre que toutes les élections se sont déroulées depuis 2002 dans notre pays, dans l'irrespect total des lois et règlements de la République et dans le déni total de la démocratie. Tout cela conforte dans l'idée que depuis 2002, aucune élection libre, démocratique et transparente n'a été organisée dans le pays. On se rend d'ailleurs compte qu'il y a plusieurs problèmes de fond qui se posent et on se demande si les gouvernants actuels sont capables de les régler. Grand 4. Le Congo est-il une démocratie? Dans la grande interview qu'il a accordée au journal Jeune Afrique, dans sa parution numéro 3140 de septembre 2024, la question a été posée au chef de l'État de savoir comment la démocratie congolaise se porte-t-elle. Il a répondu en disant « Plutôt bien, je crois ». Et il a parlé dans le message sur l'état de la nation de la vitalité de notre jeune démocratie. Visiblement, cette appréciation ne tient pas compte de la réalité. En effet, l'indice de la démocratie du Congo a été de 2,79 sur 10 en 2021, 2022 et 2023 et classe le Congo, qui est considéré comme un pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature, au 131e rang mondial sur 167 pays. Les Congolais réfléchissent beaucoup sur cette question en se basant sur la déclaration du président Laurent Gbagbo, selon laquelle la démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande des normes en droit, qui est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Celle de l'opposant Denis Sassou Nguesso, lors d'un meeting en 1992 au boulevard des Armées, dans laquelle il soulignait avec force que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Maintenant que l'on se rend compte que ce sont les gouvernants, ceux qui sont chargés de faire respecter la Constitution qui l'ont violée en toute impunité, nous pouvons nous poser la question, qu'ont fait les démocrates
En se basant sur la déclaration du président Laurent Gbagbo, on peut déduire aisément que plusieurs gouvernants, plusieurs acteurs politiques congolais ne sont pas des démocrates. D'ailleurs, pour beaucoup d'observateurs et analystes politiques, le Congo est une démocrature, c'est-à-dire un simulacre de démocratie. La démocrature étant souvent définie comme un régime politique qui, par son système d'élection, se dit démocratique, mais où la réalité de l'exercice du pouvoir penche vers la dictature et la suppression de l'état de droit. Cinquièmement, les accords entre le Rwanda et le Congo. Le Congo et le Rwanda ont signé en 2021 et 2022 15 accords, parmi lesquels l'accord de coopération militaire et technique et l'accord cadre sur le partenariat économique, la promotion et la protection des investissements, qui n'ont jamais été ratifiés. Les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, ont violemment rejeté ces accords, notamment pour des raisons suivantes. 1. Les gouvernants n'ont jamais été capables de dire qui du Rwanda et du Congo ment. En effet, le 27 juillet 2021, l'ambassadeur du Rwanda en République du Congo a échangé avec le ministre congolais en charge des affaires foncières pour lui demander spécialement les actes des terres que le gouvernement congolais a donnés à l'État rwandais dans le cadre de la coopération sud-sud. En réponse à cela, le ministre congolais lui a rassuré son entier engagement afin que ces titres soient obtenus dans les meilleurs délais. Le 30 mars 2024, une vidéo de la télévision nationale rwandaise a circulé sur la toile. Dans celle-ci, on a annoncé que du 4 au 8 mars 2024, une mission des membres du secteur privé rwandais a visité le Congo et a découvert 2 sites de terrain d'une superficie de 980 km² qui sont devenus la propriété du Rwanda. Les entrepreneurs et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda, des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nividandi nous en fait le point. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous voulons être le premier à commencer à faire des affaires au Congo-Brazzaville en tant qu'entreprise Sinagérard et nous croyons que nous pouvons y cultiver et transformer du piment pour pouvoir vendre dans la région et profiter des ports pour l'exportation à tel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda. J'ai décidé d'y aller et de cultiver du maïs, du soja et des arachides car le sol y est très fertile. Nous sommes allés sur leur marché et nous avons constaté qu'ils importaient de la nourriture depuis la France et d'autres pays voisins. Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Cette initiative a été déclenchée par une visite effectuée par le président Paul Kagame au Congo-Brazzaville au mois d'avril il y a 2 ans. Suite à cette visite, par réciprocité, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville avait visité le Rwanda en juillet de l'année suivante. Le monde des affaires au Congo-Brazzaville nous a réservé un accueil chaleureux et s'est dit impatient de travailler avec nous pour satisfaire le marché local, régional et au-delà, à travers le port de ce pays, le reste du monde. Je remercie donc le président de la République d'avoir travaillé et fait en sorte que nous obtenions ces terres, tout en veillant à nos intérêts comme il le fait toujours.
Les autorités congolaises, quant à elles, déclarent sans cesse n'avoir jamais cédé aucun centimètre carré de terre au Rwanda. Des deux qui mentent, il y a nécessairement un qui ment. De toute évidence, il y a un agenda caché dans cette affaire. Deux, sur la base de quels critères et de quelles études? Les sites choisis ne sont localisés que dans la partie sud, qui ne couvre que 106 000 km² sur les 342 000 km² que compte le Congo. De surcroît, il s'agit des zones frontalières avec la République démocratique du Congo et l'Angola. Pourquoi avoir choisi, sans appel d'offres, le Rwanda qui ne fait pas partie du top 10 des pays agricoles africains et qui, en plus, n'a aucune expérience avérée en matière de culture de ricin. Culture reconnue, par ailleurs très dangereuse pour sa toxicité et qui appauvrit les terres. 4. Les terres ne doivent pas servir au Rwanda pour se procurer des moyens financiers dont il a besoin pour entretenir la guerre et continuer à perpétrer les massacres à l'est de la République du Congo. 5. L'ingérence inacceptable du Rwanda à travers les déclarations de son ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ainsi que celles de l'ambassadeur rwandais au Congo. Ceux-ci ont eu le culot et l'impolitesse de prétendre faire de la pédagogie aux Congolais et bafouer la souveraineté nationale du Congo. Tout ceci devant le curieux silence des gouvernants en général et celui du ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, surtout après la démarche entreprise par la société civile auprès de ces derniers pour déclarer l'ambassadeur du Rwanda persona non grata dans notre pays. La position des Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, que les gouvernants ne partagent pas, est très claire. C'est non à la vente des terres, non à la cession des terres sous quelque forme que ce soit au Rwanda. Oui à l'annulation pure et simple de tous ces accords signés avec le Rwanda. Les Congolais sont confortés dans leur vision. Après la crise au Mozambique, où l'on accuse le président Kagame et les forces de défense rwandaises de piller le pays et où la population leur demande de quitter ce pays. Les Congolais savent bien que les gouvernants congolais ne partagent pas leur position. Cela transparaît clairement dans la grande interview aussi de suscité que le président de la République a accordée au journal Jeune Afrique. En effet, répondant à la question sur l'inquiétude des Congolais sur ce problème, le président de la République a dit qu'il y avait dans cette affaire une bonne manipulation de l'opinion. Il a ajouté plus loin que toute cette agitation relève en outre d'une rwandophobie qui n'a pas lieu d'être. Dans le message sur l'état de la nation, il a parlé encore de polémique politicienne. Ce que les Congolais ne partagent pas du tout, puisqu'en 1994, lors du génocide rwandais, le Congo a été une terre d'accueil pour les Rwandais. Beaucoup d'entre eux ont d'ailleurs choisi de s'y installer. Sur cette question, nous demandons aux Congolais d'être debout, d'être vigilants, car à notre avis, ce problème est loin de se terminer, même si l'on nous a demandé d'attendre la date du 8 décembre 2024 qui n'est plus loin. 6. Le complot international contre le Congo. Selon les révélations faites à travers plusieurs vidéos par M. Laurent Sokoko, citoyen angolais, M. Denis Christel Sassou Nguesso a effectué en octobre 2017 une mission en Angola en relation avec les activités de la SNPC avec plusieurs cadres. En marge de cette mission, il souhaitait rencontrer le président angolais Dos Santos. Laurent Sokoko, qui s'est chargé de cette audience, l'a accompagné lors de celle-ci. Parmi les aspects qu'il a évoqués avec le président angolais, on peut notamment relever les aspects ci-après. 1. Mon père ne travaille pas bien.
2, il n'est pas aimé par la population. 3, il s'efforce à se baser sur la diplomatie pour se donner une image de lui à l'extérieur, plus particulièrement en Angola, aux USA et en France, pour renforcer le pouvoir. Mais au plan interne, il n'est pas aimé. 4, il nous faut conserver le pouvoir. Et pour éviter de perdre le pouvoir, pour que le parti, entendu Parti congolais du travail, ne perde pas le pouvoir, je veux remplacer mon père. 6, pour cela, j'ai besoin de votre appui et de votre soutien, comme celui que vous avez apporté à mon père en 1997 pour le renverser. Tout cela a surpris le président Dos Santos, qui a fini par demander à M. Laurent Sokoko si c'était vrai, vraiment, le fils de son frère et ami Denis. Comment peut-il venir me demander de me salir les mains avec le sang de son père? Toujours selon Laurent Sokoko, après cette fin de non-recevoir du côté de l'Angola, Denis Christel Sassou Nguesso s'est tourné vers le Rwanda et a accepté, tout comme Corneille Nangaa de la République démocratique du Congo, de se placer sous le parrainage du président Paul Kagame. Et c'est là que cette situation préoccupe les Congolais, avec la signature par Denis Christel Sassou Nguesso seul de plusieurs accords avec le Rwanda, parmi lesquels les accords relatifs à la vente ou à la cession des terres. Cette situation mérite d'être élucidée, d'autant que Laurent Sokoko s'est toujours déclaré favorable pour témoigner sur cette affaire. Le curieux silence de toutes les institutions de la République et même des acteurs politiques ainsi que des partis politiques interrogent. Là encore, comme dans l'affaire des terres, il y a visiblement un agenda caché. Les vidéos irrelatives existent et elles sont tellement nombreuses. Cette grave affaire rappelle en termes de jurisprudence celle pour laquelle Jean-Marie Michel Moukoko est en train de purger sa 9e année en prison. Est-il juste de se comporter comme cela lorsque l'on sait que selon l'article 15 de la Constitution, tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État? Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. Aujourd'hui, les voix s'élèvent à travers le monde pour réclamer la libération sans condition de tous les prisonniers politiques en général et de Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombe Salissa en particulier, que les Congolais ont toujours considérés comme des prisonniers politiques et non comme des prisonniers de droit commun, comme le clament les gouvernants. 7. Les fracassantes révélations de Robert Bourgi sur la France-Afrique. Dans son livre intitulé « Ils savent que je sais tout », Robert Bourgi, figure emblématique de la France-Afrique et pilier des relations franco-africaines, a fait des révélations fracassantes sur ce ténébreux système. Il a longtemps préféré l'ombre à la lumière, mais sa conscience était chargée. Il a choisi de prendre la parole pour lever le voile entre les relations parfois incestueuses entre la France et certains régimes amis. Ainsi, il évoque plusieurs aspects parmi lesquels 1. Le financement par plusieurs présidents du continent, du parti gaulliste, mais avant tout de Jacques Chirac. Il en sera de même d'ailleurs pour toute la classe politique française. Dans ce cadre, il a vu des valises de billets arriver à Paris. En fait, il s'agit de l'argent provenant des pays qui n'ont pas de route, qui n'ont pas des hôpitaux, qui n'ont pas des écoles et autres, vers des pays riches. Quel paradoxe, quel contraste. 2. Dans ce contexte, il révèle, s'agissant du Congo, qu'après l'échec de Jacques Chirac en 1981, lui, Robert Bourgi,
s'est adressé au président Denis Sassou Nguesso pour lui dire. Sassou, c'était Denis. Je dis, bon, Denis, la campagne de 88 arrive. Il est bon que tu puisses contribuer au financement de ton ami Jacques. Et il disait, OK, banco, on y va? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est vous qui demandiez les sommes, c'est eux qui décidaient? Non, c'est eux qui décidaient. Mais jamais ça n'est descendu en dessous d'1 million de dollars. Jamais. Jamais. Comment ça se passait? Ils envoyaient c'est vous qui rameniez l'argent? Non, c'est surréaliste. Je rentrais sur Paris. Le chef d'État m'appelait, il me dit je t'envoie Monsieur X, prends rendez-vous avec Jacques. Pour Bongo, c'était Davin. C'était le mot de code de Jacques Chirac. Pour Sassou, c'était Jacques. Bon. Denis, la campagne de 1988 arrive. Il faut que tu puisses contribuer au financement de la campagne de ton ami Jacques. Fin de citation. Ce n'était pas la seule démarche. 3. Selon Robert Bourgi, les présidents africains réagissaient immédiatement et ce n'était jamais moins d'1 million de dollars, c'est-à-dire près de 600 millions de francs CFA. En effet, en 1995, Jacques Chirac a dû collecter au moins 10 millions de dollars américains. Et quand le journaliste interpelle Robert Bourgi pour lui dire, en toute illégalité, Robert Bourgi se défend en disant qu'il obéissait aux ordres du président de la République. 4. Parlant des élections, Robert Bourgi a déclaré que Laurent Gbagbo était véritablement vainqueur du scrutin de 2010, contrairement à ce qui a été dit par la communauté internationale, Dans la même veine, Jean Ping avait gagné les élections en 2016 à Libreville au Gabon. Cela jette une lumière sur les manœuvres diplomatiques de l'époque. Il a fait état d'une tentative de négociation orchestrée par Nicolas Sarkozy, alors président français, visant à convaincre Laurent Gbagbo de renoncer au pouvoir en échange d'avantages substantiels. Laurent Gbagbo avait répondu avec défiance par ses propos. « Bob, tu diras à Sarkozy que je serai son Mugabe. » Fin de citation. Lequel, à savoir Sarkozy, a réagi violemment en disant « je vais le vitrifier ». Et le lendemain, Laurent Gbagbo tombait à Abidjan. Il fut conduit à La Haye. Les révélations de Robert Bourgi soulèvent des questions fondamentales sur l'intégrité du processus démocratique en Afrique. Ces déclarations doivent amener les Africains à une réflexion très profonde sur la souveraineté de leurs États et la nécessité d'une refonte des relations internationales basées sur le respect mutuel et la non-ingérence. Pour lui et pour sa part, la France-Afrique est finie. Il souligne avec force qu'il assiste simplement et tristement au déclin de la France en Afrique. Selon lui, tout ça à cause de l'arrogance de notre pays vis-à-vis des chefs d'État africains, mais aussi au manque de connaisseurs ainsi que du manque de contact avec les élites et avec la jeunesse africaine. Dans ce cadre, il faut s'appesantir sur la situation de notre pays, qui est comme l'illustration de la France-Afrique avec, entre autres, la guerre dite du 5 juin 1997, dont le bilan a été extrêmement lourd pour le Congo et les Congolais. Ceci transparaît clairement dans la déclaration suivante du 30 juin 1998 du président français Jacques Chirac, selon laquelle pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et qu'il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté, la paix est revenue, le développement est reparti. Enfin,
je veux dire, les conditions du développement reprennent. Cette ville qui est devenue martyre de Brazza commence à se relever et Denis Sassou Nguesso s'est engagé à mettre en œuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de 2 ans, ce qui est considéré par les autorités internationales comme quelque chose de bon, et par conséquent, voilà. 26 ans après, les dirigeants, les gouvernants, les acteurs politiques et les Congolais peuvent apprécier les propos de Jacques Chirac. Le silence n'est pas approprié dans ce genre de situation. Surtout que l'on a noté des successions dynastiques dans plusieurs pays, notamment au Togo, au Gabon et au Tchad. Lorsqu'on scrute l'horizon, il semble apparaître que le Congo ne devrait pas échapper à ces velléités. En perçant l'abcès, Robert Bourgi a ouvert la voie qui doit permettre aux gouvernants congolais de prendre le relais pour édifier les Congolais sur ce dossier qui fait tant couler la salive. Aussi, est-il important pour le Congo de définir une nouvelle vision de la coopération gagnant-gagnant entre la France et le Congo, qui garantisse le respect mutuel et la sauvegarde des intérêts des peuples français et congolais. 8. Changement de constitution et refus d'alternance démocratique. Il faut rappeler que conformément aux orientations de la Conférence nationale souveraine, la Constitution du 15 mars 1992 a été adoptée de façon consensuelle. Cette Constitution prévoyait un mandat présidentiel de 5 ans, une fois renouvelable, ce qui veut dire que l'un de ses principes de base était l'alternance démocratique. À la suite de la guerre dite du 5 juin 1997, qui s'est terminée par l'exil du président démocratiquement élu Pascal Lissouba, la Constitution du 15 mars 1992 a été abrogée. Elle a été remplacée par l'acte fondamental du 24 octobre 1997, qui a été exécuté comme constitution de l'État. Une transition flexible de 3 ans a été prévue. Elle durera finalement 5 ans. Au cours de celle-ci, la Constitution du 20 janvier 2002 a été adoptée. Il faut reconnaître aujourd'hui que celle-ci a été taillée sur mesure et confirmait l'aspect triomphant des vainqueurs de la dite guerre. En effet, l'article 57 de cette Constitution stipule que le président de la République est élu pour 7 ans au suffrage universel et direct. Il est rééligible une fois. Dans l'article 58, on note entre autres que nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s'il n'est pas âgé de 40 ans au moins et de 70 ans au plus à la date du dépôt de sa candidature, s'il ne réside pas de façon ininterrompue sur le territoire de la République au moment du dépôt, depuis au moins 24 ans. À n'en point douter, cette ruse visait l'élimination des adversaires politiques comme Pascal Lissouba et Bernard Colelas. L'article 69, lui, énonce que, lors de son entrée en fonction, le président de la République prête entre autres le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Malheureusement, ce serment est violé dès son entrée en fonction. En août 2002, en ne déclarant pas son patrimoine, conformément à l'article 48 de la loi fondamentale, selon lequel tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci, conformément à la loi. L'inobservation de cette obligation entraîne la déchéance des fonctions dans les conditions prévues par la loi. Il est bon, il est bien dit, l'inobservation de cette obligation entraîne la déchéance des fonctions dans les conditions fixées par la loi. Cela ne sera pas appliqué pendant près de 14 ans, faute de contre-pouvoir. Où est l'Assemblée nationale? Où est le Sénat? Dans son livre « Parler vrai pour l'Afrique », publié en 2009, à la page 91, le journaliste va lui poser la question suivante. Cela veut dire que si vous êtes réélu en juillet 2009, ce sera votre dernier mandat.
Et Denis Sassou Nguesso répond, en tout cas, la Constitution précise que le président ne peut effectuer plus de 2 mandats. Et pourtant, en 2014, des populations vont être instrumentalisées pour réclamer la modification de la Constitution afin de permettre à M. Denis Sassou Nguesso de se présenter comme l'homme providentiel, seul capable d'assurer la paix et la stabilité, ainsi que d'amener le Congo à l'émergence à l'horizon 2025, de briguer un 3e mandat. Ce qui, de toute évidence, n'est pas possible si on se réfère à ce qu'il a déclaré lui-même dans son livre, et surtout aux dispositions de l'article 185, alinéa 3, selon lesquelles la forme républicaine, le caractère laïque de l'État, le nombre de mandats du président de la République, ainsi que les droits énoncés au titre 1 et 2 ne peuvent faire l'objet de révision. L'opposition et la société civile se sont opposés farouchement à ce coup d'État constitutionnel. La répression a été féroce et a fait beaucoup de victimes. Nous tenons à rendre un vibrant hommage à toutes ces victimes et tenons toujours à avoir en leur endroit une pensée noble et pieuse. Les Congolais vont découvrir plus tard, dans le livre de Jean-Louis Debré, publié en 2016 sous le titre « Ce que je ne pouvais pas dire », que le 25 novembre 2014, les gouvernants congolais lui avaient envoyé des émissaires pour savoir en réalité comment modifier la constitution du Congo pour permettre au président Denis Sassou Nguesso de se maintenir au pouvoir. Selon lui, on lui a montré le texte de cette constitution qui explique sans ambiguïté que le président ne peut faire que 2 mandats. Cette disposition ne peut pas être modifiée, ce qu'il voudrait pourtant faire. La réponse de Jean-Louis Debré est très claire et très nette. Ce n'est pas possible si l'on veut respecter la loi. Et pour moi, toute autre solution est exclue. Alors, coincé et tenant absolument à se maintenir au pouvoir, à le conserver coûte que coûte, le président Sassou a saisi en septembre 2015 la Cour constitutionnelle pour lui demander s'il était en mesure de se fonder sur l'alinéa 3 de l'article 10 de la Constitution qui dispose que le Parlement, à l'initiative des référendums concurremment avec le président de la République, afin de consulter le peuple pour faire évoluer les institutions. Par ailleurs, il faut dire que le changement de constitution en 2015 s'est fait en violation flagrante de l'acte constitutif de l'Union africaine qui, dans son article 4, relatif aux principes de l'Union, a retenu, entre autres, la condamnation et le rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement. La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, quant à elle, considère dans son article 23 que les États partis conviennent que tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques qui portent atteinte au principe de l'alternance démocratique constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l'Union. De ce point de vue, le changement de constitution en 2015 est un changement anticonstitutionnel du gouvernement. Analysant la situation qui prévalait dans plusieurs États de la CEDEAO, l'ancien président libérien George Weah a fait remarquer que c'est la modification des constitutions par les chefs d'État qui explique la fréquence des coups d'État militaires en Afrique. Pour lui, la CEDEAO devrait tout faire pour s'assurer que les limites des mandats dans les États membres soient respectées. Une proposition qui, on ne peut s'en douter, a fait sans doute froncer les sourcils. Lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine à Malabo sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement de mai 2022, sommet qui s'est clôturé sans cérémonie,
le président de la Commission de l'Union africaine a fustigé les coups d'État rampants que constituent, entre autres, les modifications de constitution aux fins de confiscation du pouvoir. Tout ce qui précède ces régimes dans une déclaration du président guinéen Mamadi Doumbouya lors de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2023. À cette occasion, celui-ci a déclaré de manière forte ce qui suit. Le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Je souhaite que l'on retienne que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pouvoir. Voilà les putschistes les plus nombreux. Cette déclaration interpelle les Congolais dans leur ensemble. Ils doivent sérieusement y méditer. 9. La conservation du pouvoir. Tel qu'il apparaît dans le livre de Robert Bourgi, la conservation du pouvoir est un des aspects importants de la France-Afrique. Dans cette optique, le pouvoir se transmet de père en fils, et pour cause. Selon plusieurs analystes politiques, plusieurs chefs d'État africains ont peur d'être poursuivis pour les actes qu'ils auraient posés pendant l'exercice de leurs fonctions, notamment les faits qualifiés crimes ou délits ou pour manquement grave à leurs devoirs. Ainsi, cette transmission de père en fils semble être une garantie de sécurité pour l'avenir. Tel a été le cas au Togo, au Gabon et plus proche de nous au Tchad. En Guinée équatoriale, ce schéma semble déjà être mis en place avec Théodoro Obiang Mangue, qui est déjà vice-président de la République. Des spéculations vont bon train dans ce sens sur cette éventualité au Cameroun avec Franck Biya et au Congo avec Denis Krissel Sassou Nguesso. Le Gabon semble vouloir y mettre fin à travers la nouvelle constitution qui ne permet pas à un fils de président de succéder à son père. Dans le cas du Congo, tout le monde a suivi la déclaration d'un gouvernant, membre du bureau politique du Parti congolais du travail, qui ne cesse de déclarer que tant que nous n'aurons pas fini de développer le Congo, nous ne laisserons pas. Nous n'avons pas encore fini de développer ce pays. Nous n'avons pas encore fini de développer nos localités. Nous n'avons pas encore fini de faire de ce pays un pays émergent. C'est ce que veut le président de la République. Et donc, tant qu'on n'a pas fini, Tokotika a pété. Tant qu'on n'a pas fini, Tokotika a pété. Déclaration qui illustre clairement qu'il s'agit du droit de la force et non de la force du droit. Le problème qui est certainement posé, c'est celui de la conservation coûte que coûte du pouvoir. Comment aller sans courir le risque de perdre l'initiative? Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative. On ne peut pas. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte du pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment on a vécu. À la question de savoir s'il se présentera à l'élection de 2026 posée par les journalistes, tout en reconnaissant selon lui que la Constitution le lui permet, le chef de l'État congolais répond. Cette question n'est pas à l'ordre du jour. Vous voyez, j'ai beaucoup de travail dans mon pays, encore que mon mandat est pratiquement à sa moitié, non? Je crois qu'on a... J'ai encore le temps. Mais vous pourriez me dire, je pars à la retraite, quoi qu'il arrive. Mais vous ne me le dites pas. Ben, je ne vois pas l'intérêt de cette déclaration maintenant. Pour beaucoup de Congolais, il ne devrait pas être candidat. Pour plusieurs raisons, parmi lesquelles la longévité au pouvoir,
le besoin de réaliser l'alternance démocratique, le respect des lois et règlements, tant de l'Union africaine que de notre pays, et surtout au regard du bilan que les Congolais considèrent comme catastrophique après 40 ans de pouvoir. Selon les révélations faites par Laurent Sokoko, son fils partage ce point de vue. Et pourtant, il faut le reconnaître, plusieurs voix s'élèvent déjà pour demander la candidature de Denis Sassou Nguesso à l'élection de 2026. Le coup d'envoi de cette campagne a été lancé à Paris par le Premier ministre Anatole Koline-Makosso en juin 2023. À cette occasion, il a déclaré que le président Sassou Nguesso pourra se présenter en 2026 et je travaille en ce sens. Fin de citation. Celui-ci a ajouté que la Constitution nous donne la possibilité de nous présenter en 2026. Il, Anatole Koline-Makosso, a reprécisé sa pensée lors de la cérémonie de présentation de vœux des corps constitués au chef de l'État en janvier 2024. À cette occasion, il a fait la déclaration suivante. Dans le même temps, vos compatriotes vous renouvellent leurs vœux de fidélité en nourrissant une conviction profonde, une foi inaltérable de vous voir continuer d'endosser la veste d'homme providentiel pour le Congo. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous espérons vous voir continuer aussi longtemps que l'Éternel vous garantira santé et longévité de conduire notre nation vers les rivages du développement et du bien-être, naviguant avec assurance sur les eaux tranquilles de la paix que vous avez instaurée, restaurée et consolidée. Puisse à travers leurs humbles et constantes prières, les chrétiens et croyants demander à l'Éternel notre Dieu de veiller sur vous, afin que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Fin de citation. Cette déclaration d'Anatole Koline-Makosso fait penser à celle de l'ancien président nigérien, Mahamadou Issoufou, à qui certains de ses compatriotes lui demandaient de modifier la constitution de son pays pour briguer un troisième mandat. Celui-ci avait clairement répondu en avril 2017 en disant que je suis un démocrate dans l'âme. Je n'ai pas l'arrogance de penser que je suis un homme providentiel irremplaçable. Fin de citation. Dans le cas du Congo, on oublie sciemment, après avoir signalé que le président Denis Sassou Nguesso a le droit de se présenter à l'élection de 2026, d'indiquer que le président de la République est dans une situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. On peut notamment relever, sur la base de la Constitution du 25 octobre 2015, qui pour certains permet au président de briguer un troisième mandat, les aspects suivants. 1. Le président de la République a violé le serment qu'il a prêté, conformément à l'article 77 de la Constitution, de respecter et de faire respecter la Constitution, et ce depuis 2002. 2. Il n'a jamais déclaré son patrimoine lors de son entrée en fonction et lors de la cessation de celle-ci, conformément à la loi en 2002, 2009, 2016, 2021, conformément aux articles 48 de la Constitution du 20 janvier 2002 et 55 de la Constitution du 25 octobre 2015. Il est président du Parti congolais du travail, en violation flagrante de l'article 2, de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution du 25 octobre 2015, ci-dessus cité. Il n'a pas daigné, conformément aux lois et règlements de la République, sanctionner le Parti congolais du travail qui n'est pas en conformité avec la loi. Les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers qui ont plongé le pays dans ce chaos, dans le chaos actuel, ne sont nullement inquiétés. La liste n'est pas exhaustive. Il est bon d'avoir à l'esprit la déclaration suivante de l'opposant Denis Sassou Nguesso en novembre 2092, lorsqu'il déclare
J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Fin de citation. Se basant sur celle-ci, on peut se demander si après tant de violations, les démocrates congolais l'ont accepté. Il apparaît clairement que le problème qui se pose en réalité est celui du refus de l'alternance démocratique. En cela, il est bon de se référer une fois de plus à la déclaration du président Mamadi Doumbouya. Ce problème comporte en lui à la fois un aspect de morale et d'éthique. 10. La misère et la souffrance des Congolais. Le Congo est depuis 2000 et depuis janvier 2022 en programme triennal financier avec le Fonds monétaire international au titre de la facilité élargie de crédit. À la veille de la fin de ce programme, le Fonds monétaire international estime que la reprise économique du Congo se poursuit à un taux de croissance de 2,6%. Le gouvernement table, lui, sur 3,3%. Et l'inflation semble supérieure à la norme communautaire qui est de 3%. En réalité, qui profite de cette croissance? Une petite minorité au regard de la très mauvaise répartition de la richesse nationale. À la fin de l'année 2024, le Congo ne sortira pas de la grave crise économique, financière et sociale qu'il connaît malgré les déclarations du gouvernement. Bien au contraire, les Congolais s'enfoncent chaque jour davantage dans la misère et dans la souffrance. La situation se caractérise notamment par la faiblesse des taux de croissance, des faiblesses dans la gouvernance, une dette insoutenable, une économie non diversifiée, le manque d'eau potable et d'électricité, un taux de pauvreté très élevé, une baisse inquiétante du pouvoir d'achat, la non-amélioration des conditions de vie des Congolais, un chômage endémique, de nombreux scandales économiques et financiers demeuraient impunis, la corruption, la fraude, la concussion, les détournements des deniers publics, la faillite du système national de santé, la dégradation fortement préoccupante de l'éducation, avec pour conséquence la baisse vertigineuse du niveau général de l'enseignement et autres. Avec l'inflation galopante, l'explosion des prix des denrées alimentaires, la vie est devenue très chère. Le panier de la ménagère pèse très lourd, surtout que le Congo importe maintenant, selon les gouvernants eux-mêmes, près de 800 milliards de francs CFA pour les denrées alimentaires par an. Les prix de la farine, du lait, du sucre, de l'huile, des œufs, du poisson, de la viande et autres sont passés du simple au double, voire au triple. C'est dans ce contexte que les retraités ont plus de 40 mois d'arriérés de pension, plus de 3 ans. Des arriérages et le problème d'harmonisation de la valeur du point d'indice à 300. Les étudiants ont plusieurs années d'arriérés de bourse. Les travailleurs de plusieurs structures, parmi lesquelles les institutions de la République, telles la présidence, le Sénat, l'Assemblée nationale, la primature, le Conseil économique, social et environnemental et autres, connaissent plusieurs mois d'arriérés de salaire. C'est ainsi que les travailleurs de l'université Marien-Ngouabi sont en grève et l'université Marien-Ngouabi est menacée de connaître une année blanche. La situation du centre hospitalier universitaire de Brazzaville est tout autant préoccupante. Cette structure très importante a d'ailleurs libéré plusieurs de ses malades, ce qui est très grave. Cela touche beaucoup de secteurs. Le malaise est général. Le pays s'enfonce chaque jour davantage dans le chaos. C'est la faille. Devant ce tableau sombre, les Congolais ne comprennent pas comment le gouvernement a du mal à procéder à la réduction du train de vie de l'État, tant du point de vue de la réduction des conditions de rémunération que celle de la réduction des effectifs des membres des institutions. Il aurait dû suivre les exemples du Ghana, qui lui a réduit les salaires des gouvernants de 30%, et le Nigeria qui les a réduits de 50%. Lorsqu'on jette un regard sur ce qui se passe dans beaucoup de pays, on découvre que le président américain
gagne près de 20 millions de francs CFA par mois. Le président français toucherait un peu plus de 9 millions de francs CFA. Le président Poutine, russe, près de 7 millions de francs CFA. Le premier ministre indien, lui, toucherait 1,450 million, 1,450 000 francs CFA. Le président chinois, lui, toucherait 1,050 000 francs par mois. Plus proche de nous, le président ivoirien gagnerait 5,2 millions francs CFA. Le président sénégalais, 4,8 millions francs CFA. Le président malien, 3,5 millions francs CFA. Le président du Burkina Faso, quant à lui, a renoncé à son salaire de président pour conserver celui de capitaine. Les gouvernants congolais peuvent-ils expliquer aux Congolais pourquoi le premier ministre congolais gagne 25 millions de francs CFA par mois, largement au-dessus du salaire du président américain? Le ministre d'État, 15 millions et le ministre, 11 millions, pendant que le SMIC est à 70 400 francs CFA. Peuvent-ils expliquer leur refus de procéder à la réduction du train de vie de l'État et même la réduction des effectifs au niveau des institutions? Pourquoi les gouvernants congolais ont-ils choisi de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers? La lutte contre la corruption aurait permis, comme dans plusieurs pays, de récupérer l'argent qui a été dilapidé du trésor public, ce qui aurait permis de renflouer les caisses de l'État, de soulager les populations. Et pourtant, les dossiers sont nombreux et ils sont connus. À l'instar des 14 000 milliards des excédents budgétaires, les révélations des Panama Papers selon lesquelles 6 Congolais détiendraient 5 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux, le Figagate, le détournement entre 2020 et 2022 de 160 milliards de francs CFA au ministère de la Santé et de la Population et autres. Un constat a été fait sur ces problèmes. Il nous conforte dans la vision qui a toujours été la nôtre. Il a été dit dans le message sur l'état de la nation que le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Il est bien dit, 3 milliards au lieu de 9 milliards, une différence de 6 milliards. Est-ce à croire que les 6 milliards se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Il est curieux qu'une telle déclaration soit faite sans que des sanctions soient prises, sans que la lumière soit faite. Soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. Dans la même veine, les enquêtes diligentées font apparaître les mêmes constats dans certains établissements à budget de transfert et ont permis de débusquer de nombreux faussaires et autres agents fictifs. Ce sont les mêmes constats qui sont faits depuis la nuit des temps. Et on sait que là, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Sur le terrain, rien ne bouge. Pourquoi cette impunité criarde? Il s'agit bien de corruption, de concussion, de fraude, de détournement des deniers publics et autres, dans un pays où le projet de société qui s'exécute se dénomme ensemble poursuivons la marche entendue, la marche vers le développement. Est-il possible de rechercher le développement et de tolérer la concussion, la fraude, la concussion et le détournement des deniers publics? La réponse est évidemment non. Pauvre Congo, on a choisi vraiment de t'appauvrir
Où sont les gouvernants? Où sont les contre-pouvoirs? Pourquoi les gouvernants n'expliquent pas aux Congolais le choix qu'ils ont fait de plonger les Congolais dans la misère et dans la souffrance? 11. Conclusion. Tout ce qui précède montre à suffisance qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre pour lesquels le gouvernement est bloqué. Il apparaît clairement qu'une attention particulière doit être prioritairement accordée à la crise politique, à la misère et à la souffrance des Congolais. Des aspects comme ceux qui concernent la gouvernance électorale, le complot international contre le Congo, le changement anticonstitutionnel de constitution, l'annulation pure et simple des accords avec le Rwanda, la réduction du train de vie, la lutte contre la corruption et autres doivent être pris à bras le corps. Mais de toute évidence, il faut se conformer à la Constitution et la considérer comme sacrée. Des voix s'élèvent depuis longtemps pour souligner avec force que, 1. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Il doit être sanctionné selon les dispositions de la loi sur les partis. 2. Le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Il ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Tenant compte de ce qui précède, conformément à l'alinéa 3 de l'article 64 de la Constitution qui dispose que le président de la République est garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de la continuité de l'État. Il a, selon les dispositions de l'article 77, prêté le serment, entre autres, de respecter et de faire respecter la Constitution. Le Parti congolais du travail a violé l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution et l'article 26 de la loi sur les partis, selon lequel les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Nous exhortons le président de la République à faire appliquer au Parti congolais du travail les dispositions de l'article 31 de la loi sur les partis qui énoncent clairement que, en cas de violation de la loi en vigueur par un parti ou groupement politique ou de trouble à l'ordre public, le ministre en charge de l'administration du territoire suspend par voie d'arrêté le parti politique de toutes ses activités et ordonne la fermeture provisoire de ses locaux. Ceci d'autant que l'on dit que la loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Et on ajoute que nul n'est au-dessus de la loi. Évidemment, cela aura d'importantes conséquences. Pour en sortir, l'on aura besoin d'une médiation internationale. C'est pourquoi nous lançons un appel au rassemblement des démocrates, tant de l'intérieur que de l'extérieur, que de la diaspora, toutes tendances confondues. Il ne s'agira pas là de sauver un régime politique, mais une nation en péril. Nous lançons un appel à la communauté internationale pour qu'elle suive avec une attention particulière la situation du Congo, qui est, selon nous, en danger. C'est sur ces propos que nous terminons notre déclaration et nous vous remercions d'avoir consacré votre temps à nous suivre tout en vous remerciant pour votre aimable attention. PSDC, démocratie, tolérance, justice. Fait à Brazzaville le 30 novembre 2024. Clément Mirassa, président du Parti social-démocrate congolais, PSDC. Une fois de plus encore, je vous remercie.